Le capitaine Ollie Brennan avait vu sa part de situation impossible, mais regardait 200 visages terrifiés tandis que des machines de mort extraterrestres se rapprochaient de 3 directions. Eh bien, cela entrait définitivement dans son top 10 des journées qui auraient pu mieux se passer. La colonie minière de Kepler 438b avait été un petit rocher paisible dans l'espace exactement 18 heures auparavant. Maintenant, elle ressemblait à quelque chose sur lequel quelqu'un avait utilisé un mixeur cosmique réglé sur Apocalypse. De la fumée s'élevait des usines de traitement du Nord. Les sirènes d'urgence hurlaient leur chant de mort mécanique. Et quelque part au loin, le gémissement distinctif des canons à impulsion voraque rappelait à tous que les prévisions météorologiques annonçaient de fortes probabilités d'annihilation. Capitaine. Le caporal Davis accourut vers sa position près de la principale aire d'atterrissage de la colonie, le visage rougi par l'effort et une panique à peine contrôlée. Capacité de transport confirmée. Nous pouvons emmener eux? Il jeta un coup d'œil à sa tablette de données, puis de nouveau vers la foule de colons blottis derrière des barricades de fortune. Nous pouvons emmener environ la moitié d'entre eux, peut-être 60% si nous les entassons vraiment comme du fret. La mâchoire de Ollie se crispa. Les mathématiques n'avaient jamais été sa matière favorite, mais même elle pouvait faire cette équation particulière. 200 colons plus une capacité de transport limitée équivalait à une arithmétique très malheureuse. Le genre de calcul qui empêchait les soldats de carrière de dormir la nuit, longtemps après que les tirs avaient cessé. Combien d'enfants? Demanda-t-elle, bien qu'elle sût déjà que la réponse rendrait tout pire. 86 gamins de moins de 16 ans, 42 de moins de 10 ans. Davis baissa la voix. Capitaine, certains de ces petits ne comprennent même pas ce qui se passe. Ils n'arrêtent pas de demander quand ils pourront rentrer chez eux. Chez eux? Vraiment? Parce que leur foyer était actuellement réduit en gravats radioactifs par des créatures qui ressemblaient à un croisement entre une menthe religieuse et un cauchemar, et on avait donné au résultat un armement militaire. Ollie avait combattu les Voraques auparavant pendant les guerres de premier contact 3 ans plus tôt. Ils étaient efficaces, méthodiques, et avaient toute la compassion d'une calculatrice quantique. Quand ils décidaient qu'une planète avait besoin d'être reconfigurée, ils ne laissaient pas d'adresse de réexpédition. Quel est notre délai? Ollie scruta l'horizon où des éclairs d'armes à énergie peignaient le ciel dans des teintes de catastrophe imminente. La défense périmétrique estime 40 minutes avant que leur force principale n'atteigne la zone d'atterrissage. Peut-être moins s'ils décident de faire preuve de créativité dans leur approche. 40 minutes. Ollie avait préparé des petits déjeuners qui prenaient plus de 40 minutes. Maintenant, elle devait accomplir un miracle dans le même laps de temps avec des ressources limitées et le genre de pression qui transformait les soldats vétérans en épaves balbutiantes. Elle commençait tout juste à formuler un plan qui pourrait, avec beaucoup de chance et une intervention divine, sauver la plupart des colons, quand l'univers décida de démontrer son sens de l'humour. Capitaine Brennan. La voix portait le ton indubitable de quelqu'un qui n'avait jamais raté un repas ou une promotion. Abandonnez immédiatement vos positions défensives. Ollie se tourna pour voir le commandant Marcus Fitzgerald traverser l'aire d'atterrissage comme s'il possédait l'endroit, ce qui techniquement était le cas, du moins selon la chaîne de commandement qui semblait de plus en plus hors de propos, tandis que les tirs d'armes extraterrestres se rapprochaient. Fitzgerald était tout ce que Ollie avait appris à se méfier en 15 ans de service militaire. Uniforme parfaitement repassé, coupe de cheveux réglementaire et le genre de sourire confiant qui suggérait qu'il n'avait jamais vraiment été pris pour cible par quelque chose de plus dangereux qu'une évaluation de performance. « Commandant, dit Ollie, d'un ton soigneusement neutre, je ne savais pas que vous étiez sur la planète. » Protocole de commandement d'urgence, annonça Fitzgerald en produisant une tablette de données avec le genre de flourish habituellement réservé aux tours de magie. Nouveaux ordres du commandement terrestre. Nous implémentons un retrait tactique immédiat avec des paramètres d'évacuation prioritaires. Ollie avait servi dans l'armée assez longtemps pour reconnaître le double langage bureaucratique quand elle l'entendait. Et qu'est-ce que les paramètres d'évacuation prioritaire signifient exactement? Le sourire de Fitzgerald s'élargit, ce qui, d'une certaine manière, donna encore plus envie à Ollie de le frapper. Personnel militaire d'abord, évidemment, puis les contractants civils essentiels, les spécialistes techniques et toute personne ayant des connaissances classifiées ou une valeur stratégique. Les familles et les enfants seront traités selon la capacité de transport disponible après que le personnel prioritaire soit sécurisé. Fitzgerald livra cette annonce comme s'il lisait un menu de déjeuner. Protocole standard pour les évacuations contestées. Ollie sentit quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans son estomac. Vous parlez de les abandonner. Je parle de suivre les ordres et de maintenir l'efficacité opérationnelle. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde, capitaine.
La chose responsable à faire est de sauver ceux qui peuvent contribuer à l'effort de guerre. Le sentiment froid dans l'estomac de Holly commença à se répandre vers l'extérieur, remontant le long de sa colonne vertébrale et s'installant derrière ses yeux. Elle avait entendu des variations de ce discours auparavant, généralement d'officiers qui faisaient carrière en prenant des décisions qui sonnaient intelligentes et avec lesquelles d'autres personnes devaient vivre, ou dans ce cas, mourir. Ces enfants ne sont pas des atouts militaires, dit Holly lentement. Ils ne sont pas des ressources stratégiques. Ce ne sont que des gamins. Exactement. Fitzgerald hocha la tête comme si elle avait prouvé son point. Personnel non essentiel. Écoutez, je comprends la composante émotionnelle ici, mais nous devons penser stratégiquement. Ces enfants ne sont pas votre responsabilité, capitaine. Votre responsabilité est envers la mission et envers le personnel militaire sous votre commandement. Holly tenait son fusil en position de repos décontracté, comme le font les soldats quand ils sont préparés aux ennuis, mais ne s'y attendent pas immédiatement. Maintenant, elle l'abaissa, laissant le canon pointé vers le sol, et fit un pas vers Fitzgerald. Sa voix, quand elle parla, était assez douce pour que le commandant doive se pencher en avant pour l'entendre. Répétez ça. Fitzgerald cligna des yeux, apparemment incertain s'il avait raté quelque chose. J'ai dit que les enfants ne sont pas votre responsabilité. Non. La voix de Holly resta douce, conversationnelle même, mais quelque chose dans son ton fit que les marines pro s'arrêtèrent dans leurs activités et firent attention. Répétez tout. La partie sur comment les enfants ne valent pas la peine d'être sauvés parce qu'ils ne rentrent pas dans votre table de calcul. Le sourire confiant du commandant vacilla légèrement. Capitaine, je pense que vous mal comprenez la situation tactique. Oh, je comprends parfaitement la situation tactique. Holly jeta un regard circulaire sur l'aire d'atterrissage, observant les visages effrayés des colons, les expressions nerveuses de ces marines, et la lueur distante des feux marquant l'avancée voraque. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez regarder 86 enfants et voir du personnel non essentiel. Parce que c'est ce que l'entraînement militaire nous enseigne. La voix de Fitzgerald monta légèrement, une pointe de frustration s'y glissant. Les décisions émotionnelles font tuer des gens, capitaine. Nous sauvons qui nous pouvons sauver, et nous ne gaspillons pas d'atouts stratégiques pour des gestes futiles. Holly hocha lentement la tête, comme si elle considérait son point. Puis elle fit quelque chose dont on parlerait dans les armées pendant des décennies. Elle sourit. Ce n'était pas un sourire plaisant. C'était le genre de sourire que les loups utilisaient probablement juste avant de rappeler aux cerfs la chaîne alimentaire. Le genre de sourire qui fit que des marines aguerris se souvinrent soudain de tâches urgentes qui nécessitaient leur attention immédiate ailleurs. « Vous savez quoi, commandant ?» La voix de Holly resta conversationnelle, presque amicale. « Vous avez absolument raison. L'entraînement militaire nous enseigne effectivement à faire des choix difficiles. Il nous enseigne les priorités tactiques et la pensée stratégique. » Fitzgerald se détendit légèrement, pensant apparemment qu'il avait gagné l'argument. « Il nous enseigne aussi, » continua Holly, « que parfois la mission n'est pas de suivre les ordres. Parfois la mission est de faire ce qui est juste, même quand quelque bureaucrate assis à un bureau avec des bottes brillantes et une tête pleine de règlements vous dit que ce n'est pas rentable. » Le visage du commandant commença à rougir. « Capitaine, vous frôlez dangereusement l'insubordination. »« Oh, j'ai dépassé dangereusement il y a environ 30 secondes. » Le sourire de Holly s'élargit, à peu près au moment où vous m'avez dit que les enfants n'importaient pas parce qu'ils ne peuvent pas porter un fusil. Elle se détourna de Fitzgerald et éleva la voix, s'adressant aux marines dispersées autour de l'aire d'atterrissage. « Écoutez-moi bien, les gars, changement de plan. Nous allons sauver chaque personne sur ce caillou. Et nous allons le faire parce que c'est ce que font les marines. Nous n'abandonnons pas les civils. Nous ne laissons pas d'enfants derrière nous. Et nous ne prenons certainement pas d'ordre de quelqu'un qui pense que les vies humaines sont négociables. Capitaine Brennan. » La voix de Fitzgerald se fêla légèrement. « Je vous ordonne de cesser. C'est une violation directe des protocoles du commandement terrestre. » Holly se retourna pour lui faire face, et pendant un moment, quelque chose de dangereux scintilla dans ses yeux. « Commandant, avec tout le respect dû, vos protocoles peuvent aller se faire voir. »« Davis. »« Oui, Mahem. »« Combien de voyages de transport faudrait-il pour évacuer tout le monde ?» Davis consulta rapidement sa tablette. « 2 voyages, Mahem. Peut-être 3 si nous voulons que tout le monde respire confortablement. Alors c'est ce que nous ferons. Premier voyage emmène tous les enfants, femmes enceintes, personnes âgées et blessées. Deuxième voyage prend tous les autres. Et qui, demanda Fitzgerald, va assurer la sécurité pour le 2e voyage, qui va tenir la ligne pendant que vous jouez à l'humanitaire?
Le sourire de Holly revint, plus tranchant qu'avant. Eh bien, nous, commandant, les gens qui comprennent que protéger les civils n'est pas une mission secondaire. C'est tout l'intérêt. Elle se retourna vers ses marines, qui observaient l'échange avec des expressions allant de l'admiration à une joie à peine dissimulée. Torres chargeait ses transports avec les passagers prioritaires. Morgan coordonnait les évacuations médicales. Vous autres, commencez à installer des positions défensives. Nous allons donner à ces gens le temps dont ils ont besoin. C'est de la folie, bégaya Fitzgerald. Vous ne pouvez pas tenir cette position contre une force d'assaut Vorak complète avec une poignée de marines. Regardez-moi faire, dit Holly simplement. Et c'est là, comme on dit, que les choses devinrent intéressantes. Le commandant Fitzgerald quitta l'aire d'atterrissage en trombe, marmonnant à propos de cours martial et de suicide de carrière, ce que Holly considéra comme une amélioration significative par rapport au fait de devoir l'écouter expliquer pourquoi les enfants étaient dispensables. Certains problèmes, réfléchit-elle, se résolvaient vraiment d'eux-mêmes si vous attendiez assez longtemps et regardiez assez fixement. Le premier transport décolla 23 minutes plus tard, rempli de chaque enfant de la colonie plus leurs soignants essentiels. Holly le regarda disparaître dans le ciel teinté d'orange et sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. 86 enfants étaient maintenant en sécurité hors monde, ce qui signifiait que quoi qu'il arrive dans les prochaines heures, elle avait déjà remporté la seule victoire qui comptait. Bien sûr, maintenant elle devait trouver comment garder les colons restants en vie assez longtemps pour que le transport revienne. Avec approximativement 90 adultes encore au sol et une force d'assaut Vorak se rapprochant de 3 directions, la situation tactique était passée de défiant à physiquement impossible avec un bref arrêt à « Qu'est-ce que tu pensais faire ?» Bon sang. Capitaine. Le sergent-chef Mike Torres accourut vers sa position portant assez de chars explosifs pour niveler une petite ville. Torres était le genre de marine qui faisait disparaître les problèmes, généralement de façon spectaculaire. Il avait le visage buriné de quelqu'un qui avait passé sa carrière à faire exploser les choses au moment précis, et le sens de l'humour peint sans rire qui venait de survivre à des situations qui auraient dû le tuer. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donnez-moi d'abord la mauvaise nouvelle. Les éclaireurs du périmètre rapportent que les éléments d'avant-garde Vorak atteindront les marqueurs de défense extérieure dans approximativement 30 minutes. Force principale environ 10 minutes derrière. Torres changea les charges explosives de bras. Ils amènent de l'armure lourde et du soutien aérien. Holly hocha la tête. Elle-ci était attendue. Et la bonne nouvelle? Torres sourit, l'expression transformant son visage scarifié en quelque chose de presque joyeux. L'opération minière de la colonie nous a laissé assez d'explosifs industriels pour transformer tout ce plateau en feu d'artifice le plus cher de la galaxie. De plus, une partie de l'équipement minier fait double emploi comme armement si vous êtes créatif à ce sujet. Définissez créatif. Eh bien, ces lasers de traitement de minerais, ils couperont l'armure de combat Vorak comme du beurre. Et les transporteurs lourds ont assez de blindage pour servir de couverture mobile. Oh, et les tunnels miniers connectent la plupart des bâtiments principaux par le sous-sol. Nous pourrions nous déplacer sans être vus. Holly sentit son esprit tactique commencer à travailler à travers les possibilités. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. D'après son expérience, quelque chose suffisait généralement si vous étiez assez têtu et disposé à penser en dehors du manuel des règlements. Torres, je veux ces tunnels cartographiés et piégés de charge. Si nous devons nous replier, je veux contrôler exactement où l'ennemi peut nous suivre. Oui, Mahem. Et les colons? La plupart n'ont jamais tenu quelque chose de plus dangereux qu'un outil minier. Alors nous leur enseignons. Holly se tourna pour scruter les civils restants. Ils étaient effrayés, évidemment, mais il y avait quelque chose d'autre dans leur visage. Une sorte de détermination désespérée qui venait de n'avoir plus rien à perdre. Ces gens vivent sur un monde de frontières depuis des années. Ils sont plus coriaces qu'ils n'en ont l'air. Comme invoqué par ces mots, le docteur Beth Morgan s'approcha de leur position. La médecin-chef de la colonie était une femme compacte dans la quarantaine avec des cheveux gris striés et le genre de main stable qui venait de pratiquer la chirurgie pendant les tempêtes de météores. Elle s'était portée volontaire pour rester en arrière pour s'occuper des blessés malgré 3 occasions distinctes d'évacuer avec le premier transport. « Capitaine, » dit le docteur Morgan, « j'ai installé un poste médical dans le bâtiment d'administration principal. C'est la structure la plus renforcée que nous ayons et elle se connecte au système de tunnels. Je peux traiter les blessés là-bas et rester protégé si les choses deviennent énergiques. Docteur, vous auriez dû partir avec le premier transport. » Le sourire de Morgan était fatigué mais déterminé. « Ces gens sont mes patients, capitaine. On n'abandonne pas ces patients juste parce que la situation se complique.
Oli se retrouva à penser que la colonie avait produit des gens remarquablement têtus, ce qui, dans ces circonstances, allait probablement jouer en leur faveur. Torres, installez le docteur avec tout l'équipement dont elle a besoin, et trouvez-lui une arme de poing. Déjà fait, Mahem, dit Torres, tapotant un pistolet dans un étui à la hanche de Morgan. Le doc a de bons instincts. Avant que Oli puisse répondre, elle entendit des pas s'approcher et se tourna pour voir un adolescent marcher vers eux avec le genre de foulée déterminée qui précédait habituellement soit quelque chose de très brave, soit de très stupide. Le gamin semblait d'avoir peut-être 16 ans avec des cheveux sombres et le genre de corpulence mince qui venait de grandir sur un monde colonial. Oli le reconnut comme l'un des enfants plus âgés qui était resté pour aider avec l'évacuation. « Tu es censé être sur ce transport ?» « Fiston, dit Oli alors qu'il atteignait leur position. « Je m'appelle Finn Blackwood, dit l'adolescent, rencontrant ses yeux sans flincher. Et avec respect, capitaine, il n'y avait pas de place pour tout le monde sur ce premier transport. Quelqu'un devait rester. Cette personne aurait dû être des adultes. Mes parents sont morts dans l'attaque initiale, dit Finn tranquillement. L'usine de traitement où il travaillait a pris un coup direct. Ces gens, les colons, ils m'ont accueilli quand je n'avais nulle part où aller. Je ne les abandonne pas maintenant. » Oli étudia le visage du gamin et vit quelque chose qui lui rappelait inconfortablement elle-même à cet âge, la mâchoire têtue, la façon dont il se tenait comme s'il était prêt à combattre l'univers si nécessaire. C'était le regard de quelqu'un qui avait décidé que certaines choses valaient la peine de mourir. « Tu as déjà manié des armes, Finn ? Fusil de chasse, un peu de travail au pistolet, rien de grade militaire. » Torres, équipez-le et donnez-lui un coup intensif sur comment ne pas se faire tuer. Oli se retourna vers Finn. « Tu restes près des adultes. Tu suis les ordres sans question. Et si je te dis de courir, tu cours. C'est clair ? » ?»« Oui, Mahem. » Alors que Torres emmenait Finn pour l'équiper et le briefer, Oli prit un moment pour examiner leur position défensive. Le centre principal de la colonie était construit autour d'un complexe d'administration centrale avec l'aire d'atterrissage, les installations de traitement et les zones résidentielles disposées en cercles approximativement concentriques. Le périmètre extérieur était principalement terrain découvert, ce qui leur donnerait de bons champs de tir, mais précieusement peu de couverture. Le système de tunnels souterrains que Torres avait mentionné était leur atout-maître. S'ils pouvaient contrôler le mouvement à travers ces tunnels, ils pourraient potentiellement tenir le complexe principal même contre des nombres supérieurs. Ce ne serait pas joli, mais ce pourrait juste être possible. « Capitaine !» La voix du caporal Davis grésilla sur le système de communication. Les capteurs à longue portée détectent le transport de retour. Est à 45 minutes. Oli ressentit un moment de soulagement, suivi immédiatement par la réalisation froide que 45 minutes était un très long moment quand des gens vous tirent dessus, surtout quand les gens qui vous tirent dessus ont une technologie extraterrestre avancée et un mépris complet pour la survie humaine. « Davis, passez-moi toutes les stations. »« Vous êtes en direct, capitaine. » Oli actionna son unité de communication et prit une profonde respiration. Le leadership, elle avait appris il y a longtemps, consistait principalement à projeter de la confiance, même quand vous n'aviez aucune idée de ce que vous faisiez. Toutes les stations, ici le capitaine Brennan. Voici la situation. Nous avons approximativement 40 minutes jusqu'à l'extraction, et nous avons de la compagnie qui vient à la fête. La bonne nouvelle est que nous connaissons ce terrain mieux qu'eux et nous avons assez de puissance de feu pour leur faire regretter de s'être présentés sans invitation. Elle fit une pause, regardant autour d'elle les visages de marines et de colons qui écoutaient chaque mot. « Je ne vais pas vous mentir. Ça va être rude. Les Vorak ne négocient pas. Ils ne prennent pas de prisonniers. Et ils ne laissent pas de survivants. Mais voici ce qu'ils ne savent pas sur les humains. Nous sommes trop têtus pour savoir quand nous sommes battus. Trop méchants pour abandonner. Et trop protecteurs des nôtres pour laisser des monstres aux yeux d'insectes nous dire qui vit et qui meurt. » Quelques rires éparvinrent par la communication, ce que Oli prit comme un bon signe. Chaque position s'est vue assigner des champs de tir et des routes de repli spécifiques. Suivez vos chefs de secteur. Faites confiance à votre entraînement. Et souvenez-vous, nous n'essayons pas de gagner une guerre ici. Nous essayons juste de tenir la ligne assez longtemps pour que ce transport revienne. 40 minutes, les gars, nous pouvons faire n'importe quoi pendant 40 minutes. Alors qu'elle fermait le canal de communication, Torres revint avec Finn en remorque. L'adolescent portait maintenant une armure corporelle légèrement trop grande pour lui et portait un fusil d'assaut avec l'attention prudente de quelqu'un qui comprenait exactement à quel point c'était dangereux. « Comment va notre nouvelle recrue ?» demanda Oli. « Le gamin a de bons réflexes et de meilleurs instincts, » répondit Torres. De plus, il connaît tous les tunnels d'entretien et couloirs de service du complexe.
pourrait être utile si nous devons nous déplacer sans être vus. Oli hocha la tête. D'après son expérience, la connaissance locale était souvent plus précieuse que l'entraînement militaire. Les Vorak pourraient avoir une technologie supérieure, mais ils combattaient sur terrain humain maintenant. Torres, vérification finale des armes. Morgan, assurez-vous que votre poste médical est prêt pour les victimes. Finn. Elle regarda l'adolescent qui se redressa légèrement sous son attention. Tu restes avec Torres. Il te gardera en vie si tu écoutes tout ce qu'il te dit. Et vous, capitaine? Demanda le docteur Morgan. Oli vérifia son fusil une dernière fois et sourit. Ce n'était pas un sourire particulièrement plaisant, mais c'était le genre qu'il avait bien servi pendant 15 ans à garder des marines en vie dans des situations impossibles. Moi, je vais aller avoir une conversation avec des extraterrestres à propos de l'importance de prendre rendez-vous avant de passer à l'improviste. Au loin, les premiers éclairs d'armes à énergie commencèrent à illuminer l'horizon, et Oli se retrouva à penser que les 40 prochaines minutes allaient être très intéressantes. En effet, les Vorak ne croyaient pas aux entrées subtiles. Leur barrage d'ouverture illumina le périmètre extérieur de la colonie comme le spectacle lumineux le plus violent de l'univers, transformant l'établissement minier paisible en quelque chose qui ressemblait à la surface d'une étoile en colère. Des faisceaux d'énergie taillèrent à travers les bâtiments préfabriqués. Les explosions projetèrent des morceaux de béton et de métal dans l'air, et le sol trembla avec le genre de martèlement rythmique qui suggérait que de très grosses choses très hostiles marchaient dans cette direction. Oli s'accroupit derrière la barrière renforcée qu'elle avait positionnée près du bâtiment d'administration principal, observant l'avancée extraterrestre à travers la lunette de son fusil. Les Vorak bougeaient comme un croisement entre des araignées chasseuses et des instruments de précision militaire, leur forme à 6 membres se déplaçant sur le terrain brisé avec une efficacité mécanique. Chaque guerrier mesurait environ 8 pieds de haut, couvert d'une armure naturelle qui brillait d'un éclat arc-en-ciel huileux, et portait des armes qui semblaient avoir été conçues par quelqu'un ayant une rancune sérieuse contre le concept de survie. Contact de face, grinça la voix de Torres sur la communication près de l'installation minière. Multiples hostiles avançant sur les vecteurs alpha à travers Charlie. Je compte, bon sang, je compte beaucoup d'entre eux. Oli actionna son unité de communication tout en suivant un Vorak particulièrement gros dans sa lunette. Toutes les stations, armes libres. Faites que chaque coup compte, les gars. Nous n'avons pas de munitions à gaspiller. Elle pressa la détente et son fusil recula contre son épaule tandis que la balle à haute vélocité perçait la carapace de la tête de l'extraterrestre. Le Vorak trébucha, se secoua comme un chien mouillé et continua d'avancer. Apparemment, leurs organes vitaux n'étaient pas situés où l'anatomie humaine suggérait qu'ils devraient être. Eh bien, marmonna Oli, c'est gênant. La bataille se développa avec le genre d'intensité chaotique qui faisait se réveiller les planificateurs militaires en sueur froid. Les Vorak avancèrent par vagues coordonnées, leurs armes posant un tir de suppression, tandis que les troupes d'assaut se déplaçaient pour flanquer les positions humaines. C'était une guerre extraterrestre de manuel, exécutée avec le genre de compétences professionnelles qui suggérait qu'ils avaient fait cela auparavant. Heureusement, Oli avait passé sa carrière à combattre des adversaires qui pensaient être plus intelligents qu'elle. Et Torres, que Dieu bénisse son cœur aimant les explosifs, avait passé les 30 dernières minutes à transformer l'équipement industriel de la colonie en système d'armement le plus créatif de la galaxie. Torres, allumez-les. Le laser minier qui avait passé des années à extraire paisiblement du minerai de la roche solide découvrit soudain un nouveau but dans la vie. Le faisceau, originalement conçu pour couper le granit, découvrit que l'armure Vorak présentait beaucoup moins de défis. Le groupe d'assaut de tête cessa simplement d'exister de façon significative, laissant derrière lui une zone de sol surchauffé et le genre de silence qui suggérait que les extraterrestres reconsidéraient leur approche tactique. Bon sang, capitaine! La voix de Finn résonna sur la communication, aiguë d'excitation et de terreur. Vous avez vu ça? Ils ont juste disparu. Reste concentré. Gamin, répliqua Oli, suivant déjà le prochain groupe d'hostiles. Ils en ont d'autres d'où cela venait. Elle avait malheureusement raison à ce sujet. La réponse Vorak fut rapide et complète. Des faisceaux d'énergie commencèrent à cibler l'installation du laser minier, forçant Torres à l'arrêter et à relocaliser avant que sa position ne soit transformée en métal fondu. Pendant ce temps, une deuxième vague d'extraterrestres commença à avancer de l'est, utilisant les restes brûlants du complexe résidentiel comme couverture. « Capitaine, nous avons un problème. » La voix du docteur Morgan était tendue par une peur contrôlée. Ils n'essaient pas simplement de submerger nos positions. Ils font très attention à ce qu'ils ciblent. Ils essaient de prendre les bâtiments principaux intacts. Oli sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac.
D'après son expérience, les extraterrestres qui voulaient préserver l'infrastructure avaient généralement des plans spécifiques pour cette infrastructure. Des plans qui n'impliquaient probablement pas que les humains continuent à l'utiliser. Torres, pouvez-vous jeter un œil à leur échelon arrière? Je veux savoir quel genre d'équipement de soutien ils ont apporté. Capitaine, dit Finn, vous connaissez ces tunnels d'entretien dont j'ai parlé? Il est temps de mettre cette connaissance au service. La réponse de l'adolescent fut immédiate. Suivez-moi, sergent-chef. Il y a un couloir de service qui passe sous la prochet. Nous pouvons nous rapprocher assez pour voir ce qu'ils font. Oli coordonna la défense tandis que Torres et Finn menaient leur mission de reconnaissance, dirigeant les marines restants et les colons armés dans un repli combattant vers le complexe central. Les Vorak étaient persistants, méthodiques et apparemment disposés à accepter des pertes significatives pour atteindre leurs objectifs, ce qui soulevait des questions inconfortables sur ce qu'étaient réellement ces objectifs. L'équipement minier continua à servir d'armes improvisées, bien que les extraterrestres apprenaient à éviter les pièges les plus évidents. Les transporteurs lourds fournirent une couverture mobile aux défenseurs en retraite, leurs coques blindées déviant les faisceaux d'énergie qui auraient réduit la couverture humaine en atomes composants. Même les systèmes de traitement de minerais entrèrent dans l'action, lâchant des chars de roches brutes sur les extraterrestres qui avançaient avec le genre de précision qui parlait bien de la connaissance intime des colons de leur propre équipement. Mais malgré leur créativité et détermination, les défenseurs humains étaient progressivement repoussés. Les Vorak avaient le nombre, des armes supérieures et le genre de coordination tactique qui venait de siècles de guerre réussie. Oli se retrouva à mener un repli combattant à travers les défenses extérieures de la colonie, utilisant tous les trucs qu'elle avait appris en 15 ans de service militaire pour garder ses gens en vie. « Capitaine !» La voix de Torres explosa sur la communication, tendue d'urgence de quelque chose qui pourrait avoir été de l'horreur. « Vous devez entendre ça. Finn nous a rapprochés assez de leur poste de commandement pour intercepter leur communication. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est pas ce qu'ils disent, Mahem. C'est ce qu'ils font. Ils ont de l'équipement de collecte, des scanners médicaux, et n'arrêtent pas de parler de spécimens viables et de protocoles d'extraction. Le sentiment froid dans l'estomac de Oli se cristallisa en quelque chose de bien pire. Spécimens, pourquoi? D'après ce qu'on peut comprendre, ils récoltent quelque chose des humains, quelque chose de biologique. Et capitaine, ils ont spécifiquement mentionné les enfants comme cible préférée. Oli sentit le monde basculer autour d'elle, comme si quelqu'un venait de réécrire les lois de la physique pour rendre tout plus horrible. Les Vorak ne conquéraient pas simplement les colonies humaines, ils les cultivaient, et les enfants, avec leur biologie en développement et leur système non endommagé, étaient apparemment la récolte premium. Torres, revenez ici maintenant. Toutes les unités, replient au complexe d'administration. Nous allons faire notre résistance là-bas. Le retrait fut mené sous un feu de plus en plus lourd, les forces Vorak pressant leur avantage tandis que les humains abandonnaient les positions défensives extérieures. Oli coordonna la retraite pendant que son esprit traitait les implications de la découverte de Torres. Les enfants qu'ils avaient évacués n'étaient pas simplement des réfugiés civils. Ils étaient la cible principale de tout cet assaut. Ce qui signifiait que chaque minute où elle gardait les forces Vorak occupées ici était une minute de plus pour que ces enfants s'éloignent de la menace. Le complexe d'administration avait été construit pour résister aux impacts occasionnels de météores et aux genres d'accidents industriels qui arrivaient quand les humains commençaient à exploiter des planètes hostiles. Il n'avait pas été conçu comme une forteresse militaire, mais Oli avait appris depuis longtemps à travailler avec ce qu'elle avait plutôt qu'avec ce qu'elle voulait. Toutes les stations, positions défensives autour du bâtiment principal. Torres, combien de temps avant que ces charges de tunnels soient prêtes? 5 minutes, capitaine. Peut-être moins s'ils continuent à coopérer en se tenant aux bons endroits. L'assaut final Vorak commença par un barrage coordonné qui transforma l'air au-dessus du complexe en spectacle lumineux d'énergie destructrice. Des bâtiments qui avaient tenu pendant des années s'écroulèrent sous les armes extraterrestres et le sol trembla sous l'impact de leurs unités d'assaut lourdes. Mais le bâtiment d'administration tint, sa construction renforcée et ses connexions souterraines fournissant aux défenseurs une forteresse qui pouvait absorber les punitions tout en leur permettant de riposter. Oli coordonna la défense depuis les niveaux supérieurs du bâtiment, dirigeant le tir et appelant les cibles, tandis que sa force diminuée faisait compter chaque coup. Les colons s'étaient révélés des combattants étonnamment efficaces, leur connaissance intime du terrain et de l'équipement compensant leur manque d'entraînement militaire. Le docteur Morgan avait transformé le poste médical en station d'aide au combat, traitant les défenseurs blessés et réussissant d'une façon ou d'une autre à garder tout le monde au combat malgré des blessures qui auraient dû les mettre hors d'action. Et Finn, l'adolescent,
était devenue leur arme secrète, utilisant sa connaissance des systèmes d'entretien pour apparaître dans des endroits inattendus, tirer sur des extraterrestres surpris et disparaître avant qu'ils puissent riposter. C'était la guerre de guérilla à son plus basique et plus efficace. Mais les Vorak apprenaient, s'adaptaient et pressaient vers l'avant avec le genre de pression implacable qui parlait de nombres écrasantes et de patience illimitée. Oli regarda leur périmètre se rétrécir progressivement, calculant le temps jusqu'à ce que leur position devienne complètement intenable. « Capitaine !» cria le caporal Davis depuis sa position près du réseau de communication. « Je capte une transmission. C'est le transport. Il demande une autorisation d'atterrissage. » Oli ressentit une poussée d'espoir, suivie immédiatement par la réalisation que l'aire d'atterrissage était actuellement occupée par approximativement 50 extraterrestres lourdement armés qui n'étaient probablement pas intéressés à partager. « Dites-leur de rester en position. Nous devons d'abord dégager leur approche. » Elle actionna sa communication sur la fréquence générale. « Toutes les stations. C'est le moment, les gars. Le transport est de retour, mais ils ne peuvent pas atterrir tant que nous ne leur donnons pas une approche claire. Torres, ces charges ont intérêt à être prêtes parce que nous allons avoir besoin d'une distraction. Les charges sont armées et prêtes, capitaine. Donnez-moi juste des cibles. » Oli regarda les forces Vorak entourant leur position, calculant les angles et le timing avec le genre de précision désespérée qui venait de n'avoir aucune marge d'erreur. Les extraterrestres avaient engagé la plupart de leurs forces dans l'assaut final, concentrant leurs forces pour ce qu'ils attendaient clairement être le coup de grâce, ce qui signifiait qu'ils étaient tous exactement dans la bonne position pour que Torres démontre pourquoi les marines adoraient les explosifs. « Torres, faites tout exploser maintenant. » Les charges minières de la colonie, soigneusement positionnées à travers le système de tunnels souterrains et connectées aux installations de traitement principales, détonèrent simultanément. L'explosion n'était pas simplement bruyante. C'était le genre d'événement sismique qui s'enregistrait sur les systèmes de surveillance planétaire. Le sol se souleva et s'affaissa. Les bâtiments s'effondrèrent et approximativement 23 de la force d'attaque Vorak disparurent simplement dans un nuage de débris et d'air surchauffé. Les extraterrestres restants, étourdis et désorientés par la perte soudaine de leur avantage tactique, se retrouvèrent face à un assaut humain renouvelé tandis que les défenseurs de Oli jaillirent du bâtiment d'administration avec le genre d'enthousiasme agressif qui venait de réaliser qu'ils pourraient réellement survivre à ce gâchis. Mais même tandis que la contre-attaque humaine dispersait les forces Vorak restantes, Oli recevait des rapports qui lui glaçaient le sang. « Capitaine, les capteurs à longue portée détectent des vaisseaux Vorak supplémentaires en approche. Multiples vaisseaux, configuration lourde, est à approximativement 10 minutes. » Oli regarda le chaos entourant l'aire d'atterrissage, calcula le temps nécessaire pour charger les colons restants et réalisa que 10 minutes pourraient être environ 9 minutes de plus qu'il n'en avait. C'est alors que son unité de communication grinça avec une transmission inattendue qui allait tout changer. « Toutes les forces de défense coloniale, ici l'amiral Shen à bord du UES Rétribution. Nous suivons votre situation et arrivons pour fournir un soutien de feu. Maintenez vos positions. Les secours arrivent. » Oli fixa son unité de communication pendant un moment, se demandant si elle hallucinait à cause du stress et de la fatigue du combat. Puis elle actionna la fréquence de réponse avec des mains qui tremblaient légèrement. « Amiral, ici le capitaine Brennan. Quel est votre état ? » « 3 minutes, capitaine. » « Et quand nous arriverons, ces salauds d'extraterrestres vont apprendre pourquoi on ne s'en prend pas aux enfants humains. » Oli regarda autour d'elle ses défenseurs battus, les colons qui avaient refusé d'abandonner, l'adolescent qui s'était battu comme un vétéran, et la colonie détruite qui avait réussi d'une façon ou d'une autre à tenir contre des champs impossibles. Puis elle sourit, et pour la première fois en heure, c'était une expression véritablement heureuse. « Vous avez entendu l'amiral, les gars. Encore 3 minutes. Je pense que nous pouvons gérer 3 minutes de plus. » L'amiral Shen, il s'avéra, n'avait pas exagéré à propos du soutien de feu. Le UES Rétribution sortit de l'hyperespace comme l'orage le plus en colère de l'univers, accompagné par 6 destroyers et ce qui semblait être la moitié de la flotte de défense coloniale. La première chose que Oli sut de leur arrivée fut quand le ciel au-dessus de la colonie éclata, soudain dans le genre de spectacle lumineux qui nécessitait généralement une intervention divine pour être arrangé. Le bombardement orbital, réfléchit Oli en regardant les vaisseaux de renfort Vorak être réduits en débris incandescents, était une chose vraiment belle quand cela arrivait à quelqu'un d'autre. Toutes les forces au sol, ici l'amiral Shen. Nous suivons plusieurs vaisseaux extraterrestres tentant de fuir le système. Considérez votre extraction approuvée avec préjudice extrême.
Le transport, qui avait tourné nerveusement en cercle hors de portée d'armes, plongea soudain vers l'aire d'atterrissage avec le genre de confiance qui venait d'avoir une flotte de bataille fournissant la couverture. Holly le regarda se poser sur le béton scarifié et ressentit quelque chose qui pourrait avoir été du soulagement. Si le soulagement pouvait coexister avec l'épuisement jusqu'aux os qui venait de survivre à l'impossible. « Très bien, les gars » cria-t-elle sur la communication. « Il est temps de rentrer à la maison. » Charger les colons restant pris exactement 8 minutes, ce qui était probablement une sorte de record pour faire monter 90 civils traumatisés à bord d'un vaisseau de transport. Torres géra l'évacuation avec son efficacité habituelle, tandis que le docteur Morgan s'assurait que les blessés étaient correctement sécurisés pour le voyage. Fineda a coordonné le chargement, bougeant avec le genre de compétence tranquille qui suggérait qu'il avait vieilli d'environ 10 ans dans les dernières heures. Holly fut la dernière personne à embarquer parce que c'est ce que font les capitaines et parce qu'elle voulait jeter un dernier regard à la colonie qui avait réussi d'une façon ou d'une autre à lui enseigner quelque chose sur la différence entre suivre les ordres et faire ce qui est juste. L'endroit était une épave. Bâtiments détruits, équipements dispersés et assez de cratères d'explosion pour qualifier comme étude géologique. Mais c'était une épave qui avait tenu assez longtemps pour que chaque civil s'échappe. Et parfois, c'était la seule victoire qui comptait. « Capitaine !» cria le pilote du transport tandis qu'il décollait. « L'amiral demande votre présence immédiate à bord du vaisseau amiral. Quelque chose à propos d'un débriefing. » Holly hocha la tête, bien qu'elle soupçonnait que débriefing était un terme militaire pour expliquer pourquoi vous avez ignoré des ordres directs et avez fini par sauver tout le monde. De toute façon, elle avait traversé assez de ces sessions pour connaître la procédure. La baie de navette du Rétribution était une étude en chaos contrôlé avec des chasseurs décollant et revenant, des équipes de contrôle des dégâts se précipitant entre les affectations, et le genre d'urgence organisée qui caractérisait une flotte après des opérations de combat réussies. Holly se dirigea vers les quartiers de l'amiral, portant toujours une armure tachée de bataille et tenant le fusil qu'elle avait d'une façon ou d'une autre oublié de poser. L'amiral Shen était une femme compacte dans la cinquantaine avec des cheveux gris et le genre d'yeux stables qui venait de prendre des décisions de vie et de mort pour les enfants d'autres personnes. Elle leva les yeux quand Holly entra et son expression était illisible. « Capitaine Brennan, veuillez vous asseoir. » Holly resta debout, principalement parce que s'asseoir aurait nécessité d'admettre à quel point elle était fatiguée. « Amiral, j'ai lu les rapports préliminaires de vos actions sur Kepler 438b. Lecture assez intéressante. » Shen se pencha en arrière dans sa chaise. « Vous voulez bien expliquer pourquoi vous avez directement violé les protocoles d'évacuation et vous êtes engagé dans des opérations de combat non autorisées. » Voilà que ça arrive, pensa Holly. La partie où ils me traduisent en cour martiale pour avoir fait ce qui était juste. Amiral, les protocoles d'évacuation appelaient à abandonner des enfants civils pour prioriser le personnel militaire. J'ai pris une décision tactique que préserver des vies humaines était plus important que de suivre les règlements. Je vois. L'expression de Shen resta neutre. Et cette décision tactique de votre part, elle a résulté en l'évacuation complète de tous les colons, la destruction d'une force d'assaut Vorak significative et la découverte de renseignements qui changent déjà notre compréhension des objectifs opérationnels ennemis. Holly cligna des yeux. Cela n'avait pas sonné comme le début d'une procédure de cour martiale. Oui, Mahem. Dites-moi, capitaine, que saviez-vous des opérations de récolte Vorak avant aujourd'hui? Rien, amiral. Nous avons découvert leur équipement de collecte pendant la bataille. Shen hocha lentement la tête. Les enfants que vous avez évacués. L'un d'eux portait une puce de données contenant 3 mois de recherche menée par l'équipe de xénobiologie de la colonie. Recherche qui documente les méthodes de collecte Vorak, identifie les composés biologiques spécifiques qu'ils recherchent et fournit des renseignements tactiques sur leurs schémas opérationnels. Holly sentit le monde basculer légèrement autour d'elle. Je ne savais pas ça. Amiral. Bien sûr que non. Mais votre décision de prioriser l'évacuation civile a signifié que ces renseignements ont atteint le commandement terrestre au lieu d'être capturés par les forces extraterrestres. Renseignements qui vont sauver des milliers de vies à travers l'espace humain. L'amiral se leva et marcha vers le hublot, regardant le champ de débris qui avait été une flotte d'assaut Vorak. Capitaine, en 30 ans de service militaire, j'ai vu beaucoup d'officiers prendre beaucoup de décisions. Certains suivent les ordres parfaitement et n'accomplissent rien. D'autres ignorent complètement les ordres et font tuer des gens. Mais très rarement, je rencontre un officier qui comprend que parfois la mission n'est pas ce qui est écrit dans les règlements. Parfois, la mission est de faire ce qui est juste, même quand personne ne vous dit de le faire. Holly n'était pas entièrement sûre de comment répondre à cela, alors elle resta silencieuse. Le commandant Fitzgerald a déposé une plainte formelle concernant votre conduite.
continua Chen. Il exige une cour martiale pour insubordination, violation des protocoles d'évacuation et engagement non autorisé avec des forces hostiles. Je comprends. Amiral. Chen se retourna pour lui faire face, et pour la première fois, Oli vit quelque chose qui pourrait avoir été de l'amusement dans les yeux de la femme plus âgée. Sa plainte a été déposée à l'endroit approprié, spécifiquement dans le système de recyclage où elle appartient. Vous êtes promu au grade de major avec décoration pour leadership exceptionnel sous conditions de combat. Vos tactiques et procédures opérationnelles sont incorporées dans les protocoles d'évacuation standard à l'échelle de la flotte. Oli fixa l'amiral pendant un long moment, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Major Brennan, l'espace humain est un endroit dangereux, et il devient plus dangereux chaque jour. Nous avons besoin d'officiers qui comprennent que protéger les civils n'est pas une mission secondaire. C'est tout l'intérêt de tout ce que nous faisons. 3 semaines plus tard, Oli se retrouva debout dans un parc sur la colonie de Nouvelle-Genève, regardant 86 enfants jouer et rire, faire toutes les choses que les enfants étaient supposés faire quand ils ne fuyaient pas des monstres extraterrestres. Le parc était paisible, vert et aussi loin d'une zone de combat qu'il était possible d'être. Major Brennan. Une petite voix interrompit ses pensées. Oli baissa les yeux pour voir une fille de peut-être 8 en tenant quelque chose dans ses mains. L'enfant semblait familière, bien que Oli ne pût pas immédiatement la placer. « Je suis Lucie Hartwell » dit la fille, « de la colonie Kepler. Ma maman a dit que vous êtes la raison pour laquelle nous avons pu venir ici au lieu du mauvais endroit. »« Ta maman est très intelligente » dit Oli, s'accroupissant au niveau des yeux de la fille. « Nous vous avons fait quelque chose. » Lucie tendit ses mains, révélant une médaille faite main façonnée dans du métal de colonie et gravée avec une écriture d'enfant soigné qui disait « Notre héroïne ». Oli prit la médaille avec des mains qui semblèrent soudain instables. « Merci, Lucie. C'est la meilleure médaille que j'ai jamais reçue. » Tandis que la petite fille retournait rejoindre ses amis, Oli sentit sa communication bourdonner avec un message prioritaire entrant. Elle jeta un coup d'œil à l'affichage et vit des ordres pour sa prochaine affectation. Une autre colonie de frontières, une autre situation impossible, un autre groupe de gens qui avaient besoin de quelqu'un pour se tenir entre eux et l'obscurité. Elle lisait les paramètres de la mission quand elle entendit des pas s'approcher. Oli leva les yeux pour voir Torres, le docteur Morgan et Finn marcher vers elle à travers le parc. Tous les 3 souriaient, et tous les 3 portaient des vêtements civils qui les faisaient d'une façon ou d'une autre paraître plus jeunes et plus détendus qu'elle ne les avait jamais vus. « Major » dit Torres, sa voix portant le genre de chaleur habituellement réservé à la famille. « J'ai entendu dire que vous avez de nouveaux ordres. Une autre affectation de défense coloniale ?» Oli confirma. « On dirait que ça pourrait être encore plus intéressant que la dernière. »« Une chance que vous ayez besoin d'un bon expert en explosifs, » demanda Torres avec espoir. « Et d'un médecin qui n'a pas peur de se faire tirer dessus, » ajouta le docteur Morgan. « Et de quelqu'un qui sait comment naviguer dans les tunnels d'entretien en cas de crise, » intervint Finn. Oli regarda son équipe improvisée, les enfants jouant en sécurité en arrière-plan, et la médaille dans ses mains qui représentait quelque chose de plus important que n'importe quelle décoration officielle. « Faites vos bagages, » dit-elle. « Nous partons dans 48 heures. » Parce que quelque part là-bas, un autre groupe d'enfants avait besoin de quelqu'un pour se lever et dire que leur vie comptait. Et Oli Brennan, major nouvellement promue et résolutrice professionnelle de problèmes impossibles, n'avait jamais été très douée pour tourner le dos à ce genre de responsabilité, même quand les gens lui disaient que ce n'était pas son travail. Surtout alors